Donc, je passe, avec votre accord, à la deuxième séance du Conseil municipal que je déclare ouvert. Cette séance, donc, on va demander, comme d'habitude, un secrétaire ou une secrétaire de séance. Madame Génaud-Plesdin, et donc procéder à l'appel. Bien. Monsieur Christian Raffa. Présent. Rosemarie Génaud-Plesdin. Hervé Planchette. Présent. Rila Martial. Jackie Espartero. Si vous voulez signer la motion, M. Espartero, avant de partir, vous pouvez le faire. Marlène Moderne. Mario Marquet. Karine Alexandre Sabin. Hugal Saint-Dor. René Misaï Pouscarel. Marie Bragance. Germaine Pierre-Léandre. Thierry Méronis. Nicole Rémire. Séverine Pruffert. Raphaël Éloi Blaisès. Michaela Gobalsami. Alik Belchas. Michael Gobalsami. Patricia Trieste. Jeanne Dongar. Ludmila Larade. Roger Limer. Nazer Carissan. Louis-Édouard Viraille. Brigitte Lupon. Et Elsie Nalamoutou. Merci. Donc, chers collègues, nous avons le quorum pour débattre d'un seul point à l'ordre du jour de cette séance, à savoir les orientations budgétaires. Je vous rappelle donc qu'il ne s'agit pas d'une délibération, mais d'un débat. Et donc nous devons faire la preuve auprès de la préfecture, ou tout du moins de l'État, par le biais de contrôle de légalité, qu'il y a bien eu débat sur les orientations budgétaires que nous nous fixons pour l'année 2018. Donc je passe la parole à Madame la Directrice Générale des Services pour nous donner lecture du document que vous avez tous reçu. Bien, comme chaque année, la période de vote du budget primitif communal est précédée d'un débat d'orientation budgétaire. Ce dernier permet d'éclairer l'ensemble des élus ainsi que la population sur le contexte dans lequel devra évoluer la ville en 2018, mais surtout les contraintes auxquelles elle sera confrontée. Aussi, afin de favoriser les comparaisons aux années précédentes, le DOB 2018 conservera la même architecture en présentant, dans un premier temps, le contexte national, nouvelle perspective pluriannuelle. Dans un deuxième, le contexte local, difficile maintien de la dynamique économique. Et pour terminer, le contexte pierrotin et les hypothèses de perspective 2018. Donc le contexte national, nouvelle perspective pluriannuelle. Alors que la France doit depuis plusieurs années maintenir ses efforts pour mieux maîtriser ses dépenses publiques, les collectivités territoriales sont celles qui ont le plus œuvré en matière de bonne gestion des deniers publics. Dans le cadre du nouveau quinquennat, elles sont avec les organismes de sécurité sociale celles qui devront relever le défi de l'effort d'efficience des politiques publiques. Si celles-ci ne représentent que 18% de la dépense publique, elles sont concernées au même titre que l'État et les organismes de sécurité sociale par le respect des engagements de la France vis-à-vis de l'Europe en faveur du redressement des comptes publics. La loi de finances 2018, qui est en réalité la loi de programmation 2018-2022, prévoit le retour à l'équilibre des finances publiques à horizon 2022 avec une baisse de plus de 3 points de la dépense publique dans le PIB, combinée à une réduction d'environ 1 point du poids des prélèvements obligatoires. Ainsi, elle fixe les dispositions relatives aux collectivités territoriales qui devront prolonger leur contribution à l'effort national. Toutefois, pour la première fois depuis 4 ans, le concours financier de l'État aux collectivités se stabilise. La dotation globale de fonctionnement, la plus importante contribution de l'État, a évolué de 30 milliards 98 euros, soit une augmentation de 0,4%. Les dotations de soutien à l'investissement local sont pérennisées à hauteur de 1,8 milliard d'euros.
La réserve parlementaire est quant à elle supprimée à compter de 2018, mais réinjectée dans ces dernières. L'ensemble de ces crédits doit accompagner la transformation des territoires, poursuivre des actions en faveur de la ruralité, appui aux métropoles, soutien aux transitions énergétiques et numériques, etc. L'engagement de l'État suppose des contreparties, notamment la contractualisation sur la baisse des dépenses de fonctionnement. Conformément aux orientations présentées lors du lancement de la Conférence nationale des territoires le 17 juillet 2017, le maintien des dotations de l'État s'accompagne d'un engagement des collectivités locales à réduire progressivement leurs dépenses de fonctionnement. Moins de 13 milliards d'euros sont attendus d'ici 2022. Ce ralentissement doit permettre un autofinancement et un désendettement accru des collectivités. L'effort demandé reposera prioritairement sur les 319 plus grandes collectivités, lesquelles concentrent les 2/3 des dépenses de fonctionnement total des collectivités. À cela se rajoute la réforme de la taxe d'habitation. La loi de finances prévoit un nouveau dégrèvement de la taxe d'habitation en faveur des ménages qui permettra à 80% d'entre eux d'en être dispensés d'ici 2020. L'impact sur les budgets locaux sera neutralisé. En effet, le recours au dégrèvement préserve le versement de la taxe aux collectivités. Pour finir, le transfert d'une part de la TVA aux régions. La dotation globale de fonctionnement dont bénéficiaient les régions est remplacée à compter de 2018 par une fraction du produit national de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette nouvelle recette correspond pour chaque région au montant de la DGF perçue en 2017, augmenté de la dynamique annuelle de la TVA. Maintenant, le contexte local, difficile maintien de la dynamique économique. La diminution de la population martiniquaise se poursuit cette année encore. 371 246 habitants ont été répertoriés cette année contre 378 243 en 2017. Cela confirme les prévisions de l'INSEE qui avait déjà annoncé une baisse de 12% de la population entre 2013 et 2030. Cela s'explique notamment par un phénomène de non-compensation entre naissances en diminution et décès en augmentation. Fin décembre 2017, en Martinique, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité, c'est-à-dire la catégorie A, s'établit à 43 380. Ce nombre augmente de 5% par an. En France, y compris dans les DROM, ce nombre baisse quant à lui de 0,3% sur un an. Le tissu économique. L'IEDOM a publié les tendances pour le 3e trimestre 2017. Au cours de cette période, l'indicateur du climat des affaires progresse de 0,8 points pour repasser au-dessus de la moyenne de sa moyenne de longue période. Sur le trimestre écoulé, les chefs d'entreprise bénéficient de l'amélioration de leur trésorerie et d'une réduction des délais de paiement. Ils constatent par ailleurs une amélioration de l'activité, bien que celle-ci reste encore modérée. Néanmoins, les prévisions pour le 4e trimestre sont plus réservées. Près de 85% des nouveaux crédits aux entreprises, hors découvert, sont des crédits à l'équipement, 6,4% sont des crédits immobiliers, 5% de la trésorerie échéancier. Au 3e trimestre, les taux moyens des crédits à l'équipement et des crédits immobiliers progressent à la Martinique. Sur la même période, les taux des crédits de trésorerie échéancier et des découverts baissent. Bien, pour permettre à la DGS de se reposer un peu, le rôle de la CTM en matière de développement économique. 1 an après avoir adopté le schéma territorial de développement économique de l'innovation et de l'internationalisation, c'est-à-dire le STDE2I, les élus de la collectivité territoriale de Martinique se sont prononcés en faveur d'un plan d'action qui consiste à développer une démarche partenariale forte
En effet, il est aujourd'hui nécessaire de se diriger vers un nouveau modèle de développement économique plus durable et plus solidaire. Ce plan, constitué de 56 fiches actions, chiffrées à 661 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Il faut dire que pour l'élaboration du schéma territorial de développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation, tous les acteurs économiques et socioprofessionnels ont été sollicités afin d'avoir une réponse beaucoup plus proche des attentes et de la réalité du terrain. Dans ce registre, les EPCI, CACEM, Espace Sud, Cap Nord apporteront leurs compétences, expertise et ressources sur leur territoire respectif. Par exemple, en ce qui concerne l'accompagnement des entreprises ou encore l'insertion des populations les plus fragiles. Quant aux chambres consulaires, elles relayeront l'action de la CTM auprès de leurs ressortissants. Et dans un contexte de vieillissement, elles devront attacher une attention significative à la transmission aux reprises. Concrètement, à travers ce plan d'action, on distingue 4 grandes priorités que sont la durabilité, la compétitivité, une meilleure attractivité, une meilleure employabilité. Et pour atteindre ce nouveau modèle économique, 3 filières pour le moins porteuses ont été identifiées. L'agro-environnement, qui englobe l'agro-transformation, l'économie bleue, c'est-à-dire toutes les opérations autour du nautisme, le tourisme durable. L'idée est de faire des richesses socioculturelles des atouts de différenciation pour structurer l'activité touristique autour des filières d'excellence. Un point d'étape est prévu tous les 6 mois avec l'ensemble des acteurs économiques et aussi l'ensemble des socioprofessionnels. Cela permettra de revoir les stratégies. Saint-Pierre à la recherche de nouveaux financements pour répondre aux exigences du label renouvelé. La section de fonctionnement, entre maîtrise des dépenses et recherche de nouvelles recettes. Introduction. Donc en guise d'introduction, le budget primitif de 2018 est un budget soucieux de la préservation et de l'amélioration des services publics. Si l'État annonce une stabilisation dans l'attribution de ces recettes, la ville s'engage cette année à rechercher tous les partenaires financiers susceptibles d'aider la mise en œuvre des décisions politiques en matière de fonctionnement, de valoriser les sites patrimoniaux, de prendre toutes les mesures nécessaires à l'amélioration de son niveau d'épargne, de geler les taux d'imposition pour la 2e année consécutive, de contenir les charges de fonctionnement courant. La masse salariale, malgré ces engagements, elle souhaite poursuivre les travaux initiés sur la gestion du personnel qui, de fait, génère une augmentation de la masse salariale. Son estimation devra tenir compte de des évolutions de carrière, tableau d'avancement, nomination, avancement d'échelon, des révisions de carrière et donc de versement de rappel aux agents, de l'indemnité compensatrice de l'augmentation du taux de la cotisation CSG, du plan de formation hors CNFPT, de la mise en place des astreintes rémunérées, de la garantie individuelle du pouvoir d'achat et de la participation à la prestation mutuelle. À l'inverse, l'application du jour de carence et la mise en place effective des retenues sur salaire en cas d'absence injustifiée permettront très partiellement de contenir cette augmentation à 8%. La ville compte aujourd'hui 132 agents répartis de la manière suivante: des titulaires 53, dont 15 affectés à la caisse des écoles, soit 41,151%, les contractuels 63, soit 47,727%, les emplois aidés 14 emplois aidés, soit 10,606%, et les 2 postes liés à l'appel à manifestation d'intérêt qui sont subventionnés à 98%, qui s'élèvent à 1,15% de l'effectif. Les agents de catégorie C représentent l'effectif le plus élevé. Les catégories A, 6%, 6 agents, catégorie B, 4 agents, catégorie C, 122 agents. La poursuite des efforts sur la gestion des ressources humaines s'explique par la volonté d'offrir aux Pirotins un service de proximité de qualité. Le personnel affecté doit être positionné au cœur du dispositif communal. Le résultat en matière d'efficience de l'action n'en pourra qu'être enrichi. Les charges à caractère général. Si la démarche de recherche de financement sur la section de fonctionnement a été initiée l'année dernière, il convient
d'étendre les partenariats potentiels. La labellisation du carnaval et du Mai de Saint-Pierre, par exemple, permettront l'apport de financement supplémentaire. Le partenariat avec des entreprises comme EDF et Jeans favorise l'inscription de recettes et ou la diminution des dépenses de fonctionnement. La renégociation de certains contrats de maintenance, de location, d'entretien sera engagée pour la réduction des tarifs en cours. Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement en matière d'entretien des voiries seront maintenues pour offrir un environnement confortable aux Pierrotins. L'investissement comme support du label Ville d'Art et d'Histoire. La ville poursuit cette année sa politique en matière d'investissement, dynamisée par l'obtention du renouvellement du label Ville d'Art et d'Histoire. Il est à noter que 96% des dépenses d'investissement sont couvertes par des subventions provenant de l'État, de l'Europe, de la CTM, de Cap-Nord. Les efforts de la ville pour réduire la participation communale sont significatifs et lui permettent d'envisager la réalisation et la poursuite d'opérations telles que le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, les phases 2 et 3 de la cathédrale, la gendarmerie, le traitement des dents creuses, la rue du Général de Gaulle. On pourrait rajouter, ça n'a pas été mis, le programme de parking de proximité. Des études sont également à prévoir pour les opérations suivantes. Études relatives au confortement parasismique des équipements scolaires. Ingénierie spécifique pour l'accompagnement des propriétaires dans le cadre de l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat. L'Agence française de développement est, comme je viens de le dire tout à l'heure, à nouveau un partenaire financier privilégié de la ville et nous accompagne tant sur le plan des préfinancements que de certaines opérations et de certaines opérations que sur la prestation de conseil financier. En conclusion, le budget 2018 s'inspire largement de celui de 2017, à ceci près qu'un effort plus important sera consacré à la recherche de partenariats financiers en matière de fonctionnement. La section de l'investissement sera maintenue, mais la ville a d'ores et déjà fait le choix de ne plus engager sa propre trésorerie pour l'avancée des opérations programmées et comptera sur l'accompagnement de l'AFD, confiante à nouveau dans la volonté de la nouvelle gouvernance de redresser une situation extrêmement difficile qu'elle a trouvée en avril 2015. À la suite de cet exposé, vous avez la parole, chers collègues, pour poser les questions que vous souhaitez, pour que nous puissions débattre de ces orientations qui vous sont proposées. Vous avez la parole. Je comprends que vous êtes tenté de ne pas poser trop de questions puisque vous savez déjà tout, l'opposition n'étant pas là. Mais bon, peut-être que vous avez quand même des précisions à apporter ou des demandes de précision qui pourraient éclairer le public ici présent qui ne s'est pas déplacé juste pour m'écouter, mais pour nous entendre débattre, voilà, et par là même les éclairer sur... Alors je voudrais ajouter... ce que vous savez, chers collègues, que nous avons pris la décision de recruter un directeur des finances de la ville, à la personne de M. Koussou, qui est ici présent, à qui je vais demander de se lever pour que on puisse le voir. C'est donc, ça n'est pas un recrue de luxe, vous voulez peut-être dire d'autres mots? Non. Voilà, donc je voulais juste que vous le sachiez, ça n'est pas un recrue de luxe. Vraiment, cette ville, comme l'a dit d'ailleurs à notre arrivée le responsable de la CGT-MSOM de la Martinique, M. Krouma, manquait cruellement d'encadrement, donc de compétences au niveau cruciaux de l'organisation de cette ville. En particulier les finances, vous savez que c'est le nœud de toute action, hein, c'est le nerf de la guerre, les finances, et je vous avoue que on avait déjà tenté d'avoir quelqu'un dans ce service qui n'a jamais eu de personne de ce niveau pour nous aider parce que c'est la situation extrêmement difficile qui nous oblige à aller rechercher des compétences pour nous accompagner dans le redressement de ces finances. Et donc nous n'avions pas jusqu'à maintenant trouvé la personne idoine. Depuis quelques jours, M. Koussou est avec nous et je peux vous dire qu'il a déjà fait un sacré travail et a déjà fait la lumière sur bien des situations troubles de cette ville. On en dira plus au moment de la remise des comptes. Ça n'est pas encore le jour, mais
c'est une façon de nous donner les moyens, de donner confiance à nos partenaires, notamment l'AFD. Il y a un dialogue maintenant qui s'instaure au niveau où il faut, avec la Trésor public aussi, qui attendait d'avoir une compétence au niveau où il fallait. C'est toute la crédibilité de la ville de Saint-Pierre en matière d'engagement financier dont il est question. Et nous avons non seulement une situation extrêmement difficile. Alors d'aucuns auraient, s'ils étaient là, me dire ouais, monsieur le maire, l'auditeur qu'on a commencé par critiquer, hein, on a dit que j'avais choisi un auditeur pour juste répéter ce que je lui avais dit de dire, que c'était du mensonge, que la ville et ses finances étaient... Voilà, on avait débarqué dans une Rolls-Royce, mais on mentait au public. Et puis, chemin faisant, on nous a dit, ouais, mais l'auditeur avait dit qu'il n'y avait pas d'argent, qu'il y avait un déficit. Pourquoi tu engages des finances? Pourquoi tu agis? Donc, j'ai cru comprendre par là même que certains souhaiteraient ou auraient imaginé que nous étions venus là juste pour corriger les déboires financiers qui avaient été commis avant qu'on arrive. C'est-à-dire qu'on avait été élus juste pour faire de la comptabilité, de la gestion, et à tous les Pierrotins, j'aurais dit, de toute façon, on ne peut pas faire rien, non. Je ne suis pas sûr que les Pierrotins auraient compris. Ils nous auraient dit, oui, même si les Pierrotins savent qu'il n'y a pas de l'argent, ça nous mettons là pour trouver solution. D'accord. Et donc, c'est ce que nous faisons depuis notre arrivée. Beaucoup de choses ont été faites sans engager les dépenses de la ville, parce que nous sommes allés chercher des partenariats. Vous pourrez vous exprimer ici là-dessus pour éclairer, parce que nous devons débattre pour savoir que les gens sachent ce que nous faisons. M. Planchette en particulier pourra dire deux mots, mais il y a d'autres partenariats. M. Hugo Alcindor peut parler de ce que nous avons fait ou que nous sommes sous le point de faire pour un stade que nous avons trouvé sans entretien depuis 20 ans. Voilà. Donc nous sommes en train de rechercher des moyens, les moyens d'agir sans débourser. Mais nous sommes obligés de débourser à des moments donnés, en allant chercher des accompagnements tels que l'AFD, mais aussi en anticipant sur des recettes qui doivent arriver. Personne n'aurait compris que la cathédrale puisse rester 2 ans à l'arrêt. Donc oui, on a pris des risques. Oui, les gens ont reconnu que nous sommes capables de prendre des risques et ils se sont dit, bon, apparemment cette équipe-là veut travailler, bon, on va les aider. Et c'est le cadre du sous-préfet, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va rénover la gendarmerie, première phase, sur plus de 120 000 euros, la ville de Saint-Pierre ne va apporter que 6 000 euros. Bientôt, nous allons, je l'espère, mettre en route ce parcours santé. Tu vas nous en dire tout à l'heure ce qu'il en est, mais on nous a reproché de mettre 7 000 euros dans un parcours santé, alors que nous sommes à l'heure où les gens ont besoin de faire du sport. On leur conseille de faire du sport. Donc les Pierrotins, ils avaient qu'à attendre qu'on ait renfloué les caisses de l'équipe précédente, qu'on ait remis les compteurs à zéro, mais en ne faisant rien dans la ville, en ne terminant pas les chantiers, et puis comme ça, il dit, regardez, il t'a dit, qui est fait, il va faire rien. Donc nous avons foutu des euros. C'est ça qu'il voulait. Eh bien non, on assume nos choix, on agit tout en essayant de corriger la situation. Et pour corriger la situation, il nous faut des compétences. Et il nous faut la volonté de beaucoup d'entre vous qui vont chercher tous les jours les moyens de faire avancer les choses, même qui ne coûtent rien. Hein. L'embellissement de la ville ne nous coûte pas grand-chose, Marlène. Voilà, donc, mais voilà, les Pierrotins attendent ça aussi de nous. Rila, je ne parlerai pas de tous les efforts qu'elle fait en matière d'animation. Les jeunes Pierrotins n'auraient pas compris qu'on déclare ville morte depuis 3 ans parce qu'ils pas là. Hein. Voilà, donc, chers collègues, je ne vais pas faire un monologue plus longtemps. Je souhaite que vous posiez des questions. Vous avez certainement des interventions aussi à faire pour compléter ce que je viens de dire. Madame Marie Bragance qui veut parler du stade. Alors bonsoir. Alors je voudrais apporter une information à mes collègues et au public ici présent. J'ai eu à participer à la commission de la sécurité sur le stade de Paul-Pierre Charles. Et après un quart d'heure, avec le SDIS, avec le représentant de la sous-préfecture, moi-même ainsi que le responsable du stade et le service technique, on nous a signifié tout simplement la fermeture immédiate
du stade, parce que le stade avait un avis défavorable par rapport au tôle pourri qui circulait, et que voilà, on nous disait que s'il y avait donc un coup de vent, que tout allait s'envoler, qu'on allait blesser du monde, parce que le stade Paul-Pierre-Charles est situé en catégorie type PA, c'est-à-dire établissement de plein air, première catégorie. Voilà, donc ceci étant dit, donc, on leur avait dit avec le service technique qu'il y aurait eu un entrepreneur, quelqu'un qui serait venu le lendemain, donc voir un petit peu la problématique du stade et enlever les tôles. Là-dessus, on nous a répondu clairement que demain ne nous appartenait pas et qu'on n'avait aucune garantie. Donc, monsieur le maire, justement, en ayant connaissance de ça, a fait le nécessaire, et donc l'entreprise est venue, les tôles sont parties dès le lendemain, on les a enlevées, donc ce qui fait que l'assaut a pu jouer sur le stade. Sinon, sans l'intervention du maire, le stade était fermé. Voilà. Mais deuxièmement, ce que j'aimerais apporter à la connaissance de mes collègues et du public, c'est qu'il faut savoir qu'il y a eu un avis défavorable depuis 2006. En 2006, nous n'étions pas là. Et comme c'est classé en catégorie 1, la commission de sécurité passe tous les 5 ans. Depuis janvier 2015, il s'avère que c'est tous les 3 ou 5 ans. Donc en 2012, il y a eu un deuxième avis défavorable. Voilà, donc j'aimerais apporter cette information à mes collègues en disant que grâce à l'intervention du maire et de la ville de Saint-Pierre, l'assaut a pu jouer son match samedi sur le stade. Voilà. Et nous avons gagné au lait. Je voudrais poser une question, Madame Bragance. Est-ce qu'il y avait quelqu'un en charge de la sécurité? Est-ce que vous pouvez me dire c'était qui? Monsieur Alcindor pourrait compléter. Bonsoir à tous. Malheureusement, comme a dit la collègue Madame Tina Bragance, c'est vrai qu'à notre arrivée, malheureusement, on a pu constater le stade Popocha et bien d'autres équipements sportifs de la ville dans un état, c'est assez malheureux. On ne s'est pas arrêté à cela. Il fallait trouver des solutions qui, d'ailleurs, on a pu trouver sous forme de mécénat grâce à M. Philomon Montout, président de l'ASSO de Saint-Pierre, une société qui a bien voulu nous aider sur le démontage de la structure de la tribune qui est défectueuse. Défectueuse devant la structure n'est plus bonne, nous sommes au niveau de la mer avec l'érosion et tout. Et comme je l'ai dit auparavant, il suffit juste de mettre un coup de peinture pour juste empêcher la rouille envahir la structure métallique. Mais ça a été négligé et aujourd'hui, le stade Paul-Pierre-Charles qui a 50 ans cette année, se trouve dans un état et malheureusement, monsieur le maire a dû prendre des mesures de sécurité en fermant la tribune parce que les supporters ne se trouvaient plus en sécurité. Et comme vous l'avez constaté, si vous passez près du stade, il y a déjà une première étape de fait, c'est l'enlèvement des tôles. Et il suffit que par la suite, la grouille qui doit démonter la structure métallique, elle a fait une commande d'une pièce supplémentaire pour être dans les normes, pour être utilisée. Une fois c'est fait, nous avons la structure métallique qui va être démontée et par la suite nous avons même peut-être une proposition de remontage de la tribune. Si monsieur le maire veut bien le dire, mais je vais laisser l'opportunité à monsieur le maire de donner cette proposition s'il le veut. Mais c'est vrai que des solutions sont amenées. Et la réflexion du stade Paul-Pierre-Charles en entier, c'est un projet à plus long terme. C'est coûteux. Et pour vous donner une idée, le stade de Sainte-Marie en train d'être refait, ça a coûté 6 millions. Donc c'est 7 millions. Il y a encore 1 million de plus. 6 millions. J'étais à la maison des sports, ils avaient dit 6. Donc ça a augmenté encore 2 millions. 7 millions. Ça fait beaucoup. Et
je peux vous dire, malgré le résultat de l'assaut, malgré la situation du stade, je tire quand même un grand chapeau à cette équipe qui, malgré l'état du stade, reste quand même concentré sur leur championnat et fait plaisir quand même à ses supporters et un bon coup de chapeau à ces gamins. Sur le parcours santé, comme a dit M. le maire, c'est vrai que nous avons trouvé là aussi les financements au niveau de la 7e qui a voté en plénière sa participation, ainsi que l'État. Là aussi, je l'ai constaté, pas depuis notre arrivée, mais même bien en avant, bien en amont, où certains Pierrotins, une majorité de femmes, font leur sport aux abords des routes. Là aussi, c'est pas faire du sport en sécurité. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a été fauché à casse-pilote. Là aussi, ça prouve que faire du sport aux abords des routes, c'est pas quelque chose que je dirais à quelqu'un d'aller pratiquer. Donc ce parcours santé, je pense que là aussi, ça permettrait à la population de faire son sport en toute sécurité et de façon saine. Voilà, c'est tout ce que je peux apporter. Je pourrais juste rajouter pour clôturer ce petit point sur le stade Paul-Pierre-Charles, qui est quand même quelque chose d'important. Il est assez visible. Voilà. C'est simplement le rappel, encore une fois, de l'état du stade quand nous sommes arrivés, à savoir ce stade avait un problème de parasites dans le gazon, ce qui fait qu'il y avait une grosse poche de terre battue et donc le responsable des services techniques est venu me voir en vitesse pour me dire, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce stade qui était injouable. Et donc tout de suite nous avons décidé de débourser 14 000 € alors que la ville n'avait pas les moyens, mais il faut qu'on sache se donner les priorités. Pour nous, les jeunes de Saint-Pierre sont importants, et encore plus notre emblématique équipe de l'assaut, même si elle était à l'époque au fin fond du classement. Elle a failli descendre en division CFA, mais on a quand même décidé de lui donner une pelouse digne de ce nom. Et elle a dû jouer pendant près d'un an au Morne-Vert. Merci à la ville du Morne-Vert et au maire du Morne-Vert. Mais nous avons eu donc le retour sur investissement, si je puis dire, de la part de ces jeunes qui non seulement se sont maintenus dans la division in extremis, mais qui l'année suivante a explosé avec 24 matchs, 24 victoires, et qui est passé en division supérieure, qui se retrouve maintenant 4e, et ils sont en train de jouer pour la montée. Voilà, donc c'est ça aussi notre politique. Oui, on n'avait aucune visibilité. Non, je ne pouvais pas dire aux jeunes de l'assaut de Saint-Pierre, ils bannent la 1, on ne peut pas faire un. Je passe la parole à Hervé Planchette. Merci. Alors, nous sommes dans un débat d'orientation budgétaire, donc on peut parler chiffres. Mais au-delà des chiffres, moi je vais quand même parler de l'état d'esprit. Parce que c'est l'état d'esprit qui va déterminer les chiffres qu'on va mettre sur la table. Alors, pour vous donner un exemple, quand on va payer 100 € pour quelque chose, certains vont dire qu'ils ont dépensé 100 €. Et puis d'autres vont dire qu'ils ont investi 100 €. Mais nous avons investi autre chose. Nous avons investi le moral des Pierrotins. Parce que on aurait pu très bien, parce qu'il y a des faits aussi. Nous avons retrouvé une mairie avec 3,4 millions de déficit. On aurait pu pleurer, et rester là et ne veut rien faire, et se dire bon ben qu'on attend, on va renflouer les caisses et tout, et ne rien faire. Mais là où nous avons permis aux Pierrotins d'avoir un espoir, c'est qu'on a su effectivement rechercher des partenaires et des financements qui permettent de réduire la part de la ville, si bien qu'aujourd'hui, ce sont des partenaires qui viennent nous chercher et qui nous disent voilà ce que nous avons, voilà ce qui existe et voilà ce que nous pouvons faire pour vous aider. Je vais prendre pour exemple 2 partenaires que nous avons rencontrés dernièrement, monsieur le maire et moi. Le premier, c'est Orange Caraïbes. On a reçu la directrice régionale d'Orange qui nous proposait un certain nombre de chantiers qui vont être mis en place sur la Martinique et qui nous proposait donc d'y participer, d'autant plus que
on a fait jouer sur ces deux partenaires, donc le deuxième ce sera EDF, le fait que la ville de Saint-Pierre est quand même historique. La ville de Saint-Pierre a été la première ville de la Caraïbe à être reliée en câble téléphonique vers les États-Unis. La ville de Saint-Pierre a été la première ville électrifiée. Donc ce sont des partenaires qui considèrent que nous sommes des privilégiés parce qu'on a permis à ces deux technologies de l'époque de venir dans la Caraïbe. Et donc, quand ils ont vu qu'il y a quelque chose qui bouge sur Saint-Pierre, ils sont venus d'eux-mêmes nous apporter leur soutien. Le dernier en date, donc, c'est EDF, monsieur le maire, où, après avoir réussi à avoir notre audit de l'éclairage public fait par le SMEM, nous avons EDF qui nous a dit, vous avez besoin de nous, parce que vous êtes une ville qui a des difficultés, on va vous aider à construire votre dossier de consolidation et d'appel d'offres pour votre éclairage public. EDF a mandaté un avocat, un cabinet spécialisé pour le montage de ces dossiers pour 10 communes de la Martinique. Et parmi ces 10 communes, une des premières communes qui a été appelée pour pouvoir y participer, c'est la ville de Saint-Pierre. Ça prouve que nous sommes vus de l'extérieur pour une équipe sérieuse, une équipe ambitieuse, une équipe qui sait aller chercher des partenaires. On n'entend pas ça, je tendance à le dire, monsieur le maire, on l'avait dit aussi, on ne cherche pas des fournisseurs, on cherche des partenaires. Et pour nous, la différence, c'est que le partenaire prend part dans la responsabilité qui est la nôtre pour satisfaire les administrés. Et donc, quand on signe ce genre de partenariat, quand par exemple nous avons signé la convention avec Jeans s'est dit, je veux partager avec vous la satisfaction des Pierrotins. Donc, nous signons cette convention, nous aidons la zone de Saint-Pierre, nous prenons part à un certain nombre de manifestations parce qu'ils ont vu que nous étions prêts à les accepter, à partager avec eux cette satisfaction et arriver à soulager donc les finances de la ville. Donc ça nous permet de ne pas trop jouer dans notre trésorerie, si on pouvait le dire, parce que ce genre de partenariat nous permet de lancer des financements, des investissements ou des dossiers sans avoir à attendre trop longtemps. Je prends l'exemple du Wi-Fi. Je vous envoie un mail ce matin, monsieur le maire, depuis que nous sommes connectés au Wi-Fi, on a plus de 8000 connexions depuis le lancement du Wi-Fi sur la place Bertin. Ça prouve qu'il y avait vraiment un besoin et que c'est un élément sur ce Wi-Fi-là, 95% du financement, c'est porté par l'État qui nous a suivis. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à faire avancer nos dossiers. Et nous sommes en gros pour pouvoir apporter de la satisfaction pour la population. Voilà, merci. Peut-être, oui, Madame Martial. Bonsoir à tous. Je vais un peu compléter ce que mon collègue Monsieur Planchette disait en matière d'animation. Petite boutade, hein. L'argent du trou n'a pas servi à payer le carnaval. Le carnaval s'est fait, nous avons eu un beau carnaval cette année, mais il a été fait grâce aux partenaires comme Jeans qui s'est investi sur ça et grâce aussi à Champflore et bien d'autres. Nous sommes allés les chercher. Il y a eu de gros partenaires, il y a eu des petits partenaires, des petits, on peut dire des petits, qui ont donné même 50 €, même 100 €. Mais ces gens ont voulu participer au carnaval parce que ils se sont dit que nous avons créé une dynamique à Saint-Pierre et nous voulons être de cet élan pour la ville de Saint-Pierre. Donc je vous rassure, ce carnaval a coûté très peu à la ville de Saint-Pierre grâce aux partenaires et nous continuons à aller chercher encore des partenaires. Nous avons le Made Saint-Pierre qui arrive, qui est déjà labellisé par Cap Nord, qui sera financé aussi en partie par la DAC, puisque nous sommes ville d'art et d'histoire, par la CTM qui va nous aider aussi sur ce dossier-là. La fête patronale aussi, c'est
c'est un challenge aussi pour nous. Nous avons déjà des demandes sur cette manifestation et nous serons aussi suivis par des partenaires comme un petit peu les carrières Gouillet qui se sont déjà positionnés un petit peu. En tout cas, tout ça pour vous dire que oui, nous faisons des animations sur la ville. Oui, nous avons de belles manifestations. Oui, nous avons de grosses manifestations sur la ville. Mais nous recevons beaucoup d'aides de partenaires pour ces prestations. Donc voilà, nous continuerons toujours dans cette dynamique pour les années à venir et toujours vous offrir le maximum de beaux spectacles magnifiques à petit budget. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Merci Rila. J'en profite, hein, ça ne vous empêchera pas de continuer sur le débat d'orientation budgétaire, mais tu me permets de rebondir sur l'histoire du trou, parce qu'on a tout entendu, tout et n'importe quoi, parce que il faut qu'on se le dise, il y a des gens qui n'ont plus grand-chose à faire, qui passent leur temps à faire du porte-à-porte et à raconter tout et n'importe quoi aux Pierrotins. Et donc à partir de là, nous, on est au travail, donc on va pas passer derrière eux pour démentir. Mais l'occasion m'est donnée je l'ai dit, hein, ici, en conseil municipal, c'est là que la parole officielle se donne. Nous sommes enregistrés. Mais tout ce qui se dit est l'objet éventuellement d'un contrôle par la préfecture. Non, nous n'avons pas encore reçu un seul euro pour le trou de la vieille halle. Oui, les travaux vont quand même commencer. Pourquoi nous n'avions pas encore commencé les travaux? C'est parce que j'attendais donc. Parce que vous savez, on a demandé à deux organismes, la CTM et à l'État, une aide exceptionnelle, fonds de secours d'urgence, sur un trou qu'on a décidé de qualifier de trou communal en une nuit. Et la réparation, c'est quelque chose comme 92 000 euros, compte tenu de la situation. Hein. Vous pensez bien que je n'allais pas sortir un mandat comme ça de nulle part, non budgété d'ailleurs, pour aller réparer un trou qui normalement aurait dû être réparé, je le dis clairement, par la CTM. Il se trouve que j'ai eu une promesse de l'État. J'ai eu une promesse de la CTM, mais la concrétisation de la CTM, elle est là. Je l'ai reçue le 2 mars, c'est-à-dire vendredi dernier. J'ai reçu une lettre qui disait « Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous notifier la délibération du 19 décembre 2017 portant octroi d'une subvention allouée à votre ville pour l'opération réfection de la chaussée de la vieille halle. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée. » C'est signé Daniel Marie-Sainte et c'est signé du 19 février 2018. Ça s'appelle une notification d'attribution de subvention. C'est à partir de là seulement que j'ai la certitude que la décision qui a été prise le 19 décembre 2017 va être mise en application. Je l'ai reçue vendredi dernier par une lettre qui a été signée le 19 février. Le 19 février, on avait déjà terminé le carnaval. Donc, je n'avais même pas reçu la notification. Et quant à l'État, c'est encore plus compliqué. C'est que on nous a demandé de représenter 3 fois le dossier parce qu'on essayait de voir l'État ne sort pas de l'argent comme ça. Hein. Il faut que ça rentre il faut qu'ils trouvent le moyen de sortir l'argent. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de rattacher ce phénomène, ce qui n'est pas tout à fait faux, au phénomène de catastrophe naturelle, enfin les grosses intempéries que nous avons eues. Donc ce dossier a été finalement accepté en janvier et sur le principe. Mais il ne fallait surtout toucher à rien au risque de perdre toutes les subventions avant que je n'obtienne une dérogation exceptionnelle du préfet de la Martinique pour m'autoriser à commencer le chantier. Si j'avais donné le feu vert pour commencer des travaux, je perdais les subventions de l'État. Cette lettre du préfet,
c'est un arrêté portant sur la dérogation de démarrage des travaux de remise en état de la rue de la Vieille Halle, opération pour laquelle la commune de Saint-Pierre sollicite la mobilisation du fonds de secours de l'État suite aux dégâts causés par le passage de l'ouragan Maria les 18 et 19 décembre 2017. Eh bien, cette lettre est signée, cet arrêté est signé du préfet le 23 février et parvenu en mairie le 1er mars. Donc la veille de la lettre de M. Marie-Sainte. Donc c'est seulement fin de semaine dernière que les conditions sont réunies pour qu'on commence les travaux. Parce que les travaux, on ne peut pas les payer avec les fonds de la mairie. Voilà la réalité, mais on va publier ça probablement sur Internet pour répondre à des attaques de toutes sortes. De gens qui sont mal intentionnés, qui font semblant de ne pas comprendre, mais qui veulent surtout nous nuire. D'autres interventions? Peut-être que M. Raphaël Elabézès voudrait dire 2 mots sur la politique sociale de la ville. Non, c'est pas un gros sujet, c'est un sujet important. Pareil sur le budget, ça va nous impacter sensiblement, puisque bon, il faut quand même arriver à un rattrapage, continuer la mise au net de la situation des agents. On a fait une pause en concertation avec les syndicats sur la part des titularisations pour cette année. On sait qu'ils reviendront quand même à la charge. On va continuer tout ce qui est rattrapage. On a des petites choses qui sont inscrites dans la loi que l'on doit appliquer. Ce ne sont pas forcément des primes, mais des rattrapages sur le coût de la vie, sur la cherté de la vie que l'on doit remettre au net sur la fiche de paie des agents. Donc ce sont toutes ces petites choses-là qui, mises bout à bout, font que la masse salariale, sans forcément recrutement supplémentaire, est quand même augmentée pour la ville de Saint-Pierre. Donc après, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper. Il faut quand même, pour avoir une paix sociale et pour quand même rétribuer les agents à la juste valeur, leur donner quand même la paie à laquelle ils ont droit. Donc ce sont encore des choses que l'on doit faire, que l'on fera. Il y en a d'autres, si on peut les étaler avec toujours dans le dialogue et la concertation avec les syndicats, parce que notre objectif n'est pas de faire du passage en force, c'est toujours quelque chose de concerté. Donc ça peut être des discussions qui prennent un peu de temps, qui peuvent paraître tendues quelquefois, mais c'est juste le jeu des négociations. Mais les choses avancent, le climat social est apaisé. On continue à travailler là-dessus. Donc oui, dans le budget, on sentira la masse salariale encore cette année, mais on va la contenir, mais tout en étant quand même juste avec les agents. Voilà. Alors on a parlé beaucoup de dépenses, il faudrait aussi qu'on parle des recettes. On a déjà parlé de l'AFD, de l'accompagnante de l'AFD, qui nous a octroyé un prêt pour autofinancer nos projets d'investissement. Mais aussi, nous irons chercher l'argent, non pas dans la poche des Pierrotins. C'est une information importante dans le débat d'orientation budgétaire qu'il faut souligner. Il est noté que nous n'aurons pas d'augmentation des impôts pour les Pierrotins, pour la ville de Saint-Pierre. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts cette année. Parce que nous cherchons à faire des économies, à aller chercher donc des partenaires financiers, mais aussi nous allons essayer d'optimiser ce vent qui souffle dans le bon sens sur l'économie touristique de la ville de Saint-Pierre. Donc
je regarde Séverine Truffert en disant ça, effectivement, tous les Pyrotins peuvent le constater. Il y a, bien sûr, c'est un mouvement sur la Martinique. Il y a beaucoup de touristes en Martinique, mais il y en a beaucoup dans les rues de Saint-Pierre. Il y en a beaucoup qui arrivent par l'avion, mais qui arrivent aussi par la mer, des plaisanciers, je ne sais plus qui, que j'ai reçu tout à l'heure, qui me disait, monsieur le maire, j'ai compté, il y a près de 30 bateaux dans la baie de Saint-Pierre en ce moment, mais il y a aussi un gros bateau qui a décidé de passer de temps en temps, qui est le Club Med, et qui devrait, puisque nous avons réussi, grâce au travail de Séverine entre autres, mais toute l'équipe qui l'entoure et à l'aide de nos partenaires, réussi à inscrire maintenant Saint-Pierre comme une escale de qualité. Donc, on risque de voir plus souvent encore le Club Med à partir de la saison prochaine. C'est quelque chose qu'il nous faut optimiser. Et comment on peut l'optimiser? C'est tout simplement en leur demandant de payer, en leur faisant en sorte qu'ils aient plaisir à payer. Donc c'est pour ça que valoriser les sites patrimoniaux, il manque quelque chose. On va les valoriser, mais on va les faire payer. Donc nous sommes en train de travailler à ce que le patrimoine de Saint-Pierre, valorisé, puisse nous permettre de rentrer des deniers dans les caisses de la ville qui en ont bien besoin. Nous travaillons actuellement à rénover le musée. Comme on vous l'a dit, on nous a légué un musée qui n'avait pas eu une couche de peinture de refaite depuis 15 ans ou 20 ans. Donc à partir de là, ce musée qui faisait entre 100 et 120 000 visites à la fin des années 90, c'est-à-dire avant l'édilité qui nous a précédé, ne fait plus que 20 à 25 000 visites. C'est-à-dire qu'on a perdu 80 000 visites à minima, et la visite c'est 5 €. Donc ça veut dire que la ville a perdu 400 000 € par an de recettes. Eh bien nous, on va trouver les moyens, en évitant que la ville n'est à dépenser, pour remettre ce musée à flot, parce que 20 à 20 000 visites, ne vous trompez pas, c'est un des musées les plus visités de Martinique, malgré son état. Ce qui prouve bien que l'histoire de Saint-Pierre est un moteur de développement de la ville de Saint-Pierre, si on veut bien. Donc les gens continuent à venir parce qu'il y a Saint-Pierre, parce que ils veulent entendre cette histoire que nos salariés racontent, nos agents racontent avec passion, mais il faut leur donner les conditions de travail, et il faut moderniser ce musée dont le système d'électricité date des années 70, et je n'exagère pas. Je sais pas. Voilà, donc on nous a aussi légué ça, et puis maintenant on vient faire l'intéressant sur nous en disant ouais, pourquoi vous n'avez pas encore fait ceci, pourquoi vous n'avez pas encore fait cela. Non, je ne veux plus que les mauvais élèves se transforment en professeurs. D'accord? Donc à partir de là, ils n'ont pas donné l'exemple, ils n'ont pas de leçon à nous donner. Donc nous espérons beaucoup de la mise comment dirais-je, du paiement des sites que nous allons organiser au plus vite, et j'espère que ce sera effectif pour la prochaine saison touristique, que nous puissions capitaliser le flux touristique qui traverse Saint-Pierre en abondance, et sur lequel pour l'instant nous ne gagnons pas un seul euro. Mais nous allons le faire alors que ça aurait dû être fait avant nous. Voilà, donc ce sera à nous aussi de le faire. Donc oui, Madame Génaud. Oui, Monsieur le maire a parlé des rentrées concernant le musée et les sites, mais il y a aussi la taxe de séjour qu'on devrait percevoir. C'est très important parce qu'on a de plus en plus de touristes qui cherchent à habiter Saint-Pierre, et c'est quand même pas rien, hein, la taxe de séjour. Les communes avoisinantes déjà perçoivent cette taxe. Nous allons nous rapprocher de l'association UMI 972 de façon à nous aider à mettre en place cette taxe de séjour qui va faire du bien à la caisse de la ville. Tout à fait. C'est effectivement les professionnels que nous avons reçus il y a quelques jours qui nous ont demandé mais quand est-ce que vous mettez la taxe de séjour en œuvre? Donc on va l'inscrire très rapidement, le principe, hein, après cette concertée avec l'UMI.
le conseil municipal aura à se prononcer sur le coût de la taxe de séjour qui sera, après qu'on ait recensé tous les hébergements qui commencent à se développer sur Saint-Pierre, hein, nous en aurons d'autres, la taxe de séjour, le paiement des sites, la ZMO, la zone de mouillage organisée, c'est-à-dire le balisage de notre baie et l'installation de bouées pour que les plaisanciers soient encore plus nombreux et faire en sorte qu'ils payent leur ancrage, leur séjour et leur mouillage, avec une zone une capitainerie bien organisée qui devrait nous permettre non seulement de faire payer ces touristes qui sont très nombreux à venir à Saint-Pierre, mais qu'en plus qu'on essaye de les garder un peu plus longtemps à Saint-Pierre pour qu'ils visitent nos sites, pour qu'ils consomment dans nos restaurants, pour qu'ils puissent faire vivre l'économie de Saint-Pierre. Donc nous travaillons aussi sur le volet recettes. C'est pas uniquement contrôler les dépenses, contenir les dépenses. Qui souhaite encore Alix Bellechasse? Merci Monsieur le maire. Je vais essayer d'être court. Alors, concernant ma partie qui est le patrimoine, comme les collègues ont pu le signaler avant moi, c'est un maillage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement en plein renouvellement du label. Nous sommes aussi sur une phase, puisque Monsieur le maire a réussi à négocier avec la société Fizer, notamment pour que cette société puisse s'occuper d'une partie de l'entretien des sites. Il faut quand même savoir que sur les sites de Saint-Pierre, la ville ne peut pas tout faire à elle seule. Donc nous sommes actuellement avec l'équipe en train de travailler sur la recherche de nouveaux partenaires, de nouveaux moyens pour justement permettre l'embellissement et l'entretien récurrent en fait de ces sites. Parce que quand je dis bien entretien et non pas élagage ou débroussaillage, parce que l'entretien c'est beaucoup plus que ça. Il faut savoir que effectivement nous avons, et je pense que vous tous ici vous l'avez constaté, énormément de visiteurs, donc aussi bien ce que nous appelons communément des touristes, mais aussi des locaux de d'autres communes qui viennent de façon très régulière sur Saint-Pierre pour pouvoir visiter la ville. Ce qui veut dire que derrière, dans ce travail d'équipe que nous faisons, chacun sur nos domaines précis, mais en mettant au bout d'un moment tout cela en commun, ça permet quelque part d'avoir un objectif qui est concret pour la population. Cet objectif, c'est quoi? C'est-à-dire que nous avons des pôles d'attractivité comme le patrimoine, nous avons des pôles d'attractivité comme notre ouverture vers la mer, ce qui fait venir en fait du monde chez nous, et ces personnes, en fait, l'une des priorités que nous essayons de mettre en place, c'est de pouvoir fixer ce public sur la ville. Parce qu'un visiteur que nous fixons, c'est un visiteur qui va dépenser. Monsieur le maire l'a rappelé, il va déjà payer sa place quand il va mouiller, il va acheter dans les commerces, il va, s'il reste 2 jours, il va manger au restaurant le soir, et en tous les cas, il va faire tourner la ville. Il va visiter les sites, et là, effectivement, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour que ces sites soient correctement mis en valeur pour pouvoir ensuite demander justement aux visiteurs qu'ils ne trouvent pas ça incongru que ces sites soient payants. Parce que ce n'est pas normal que nous ayons autant de visiteurs, parce que nous en avons autant qui sont hors circuit, donc qui ne passent pas par le musée, qui ne passent pas par le service patrimoine. Donc on peut quasiment dire que le nombre de visiteurs peut être multiplié par 2, et toutes ces personnes en fait qui ne passent pas par ces circuits organisés, ce sont des deniers qui échappent à la ville. Et ces deniers, ils sont en général investis dans des sociétés qui, elles, vont embaucher des personnes. Donc, ce qui veut dire que derrière, ça va aussi permettre de l'emploi pour les jeunes Pierrotins. J'irai même pas jusqu'à dire, j'ai pas cette prétention pour le moment, ça viendra en temps et en heure pour la zone, mais pour l'instant, c'est du boulot pour les jeunes Pierrotins.
Ce qui veut dire que ce boulot va leur permettre de se fixer aussi sur la zone, donc va éviter des dépenses sur d'autres zones géographiques de la Martinique. Donc ça va permettre une stabilisation dans un premier temps et une augmentation ensuite de la population sur notre zone Nord-Caraïbe. Donc tout cela a été compris par les différents partenaires et je voudrais souligner notamment l'engagement du chargé de mission de Cap-Nord, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er janvier, il y a la réforme qui a été mise en place concernant le tourisme. Donc il n'y a plus d'office de tourisme par commune, il y a ce qu'on appelle des bureaux d'information touristique qui eux dépendent d'un office de tourisme intercommunautaire. Donc un office de tourisme intercommunautaire par zone d'agglomération. Donc Espace Sud, Kassem et Cap-Nord. Et il faut savoir que grâce au travail et à l'intervention de monsieur le maire, nous avons obtenu qu'un bureau d'information touristique soit installé à Saint-Pierre. Donc ce qui veut dire que, encore une fois, à ce niveau-là, au niveau touristique patrimonial, il va y avoir un développement qui va partir de la ville et qui va pouvoir ramener des sous pour tout le monde. Déjà pour les caisses de la ville, ça c'est sûr, mais aussi pour ceux qui y vivent. Donc l'objectif aussi quelque part est de pouvoir juguler ce chômage et de pouvoir aussi dans l'esprit, dans le collectif, dans l'esprit des gens, se dire que le Nord-Caraïbe, il pas de bon Dieu encore quoi. Bon Dieu la gagadé. Parce que souvent c'est ça, les gens ont tendance à se dire ah ouais, t'habites Saint-Pierre, juste là. La personne qui te dit ça, elle habite le Diamant. Donc ça paraît un peu idiot de dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de changer en fait la vision que les autres communes ont effectivement de Saint-Pierre et de la Caraïbe. Et moi je suis relativement fier de pouvoir contribuer à ce travail-là. Et je pense qu'avec l'implication, ça passe. Voilà. J'ai pas besoin. Je pense qu'on va l'entendre. Tout cela pour dire qu'avec l'implication de tous, personnel municipal, population, acteurs économiques, ça va fonctionner. Ça ne se fera pas de baguette magique. Les 14 ans d'inefficacité que nous avons traversés ne vont pas être effacés du jour au lendemain. Mais en tous les cas, si nous nous y mettons tous ensemble, nous allons pouvoir y arriver. Ça va être difficile, ça va être compliqué, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas impossible. Donc, maintenant que chacun prenne conscience de ça, et je pense qu'à partir de là, avec ce changement de mentalité-là, ça va nous permettre vraiment de franchir un cap. C'est surtout ça. La population, nous en avons besoin. Sans la population, nous ne faisons rien. Nous sommes des élus, certes. Nous servons de facilitateurs, de médiateurs, d'intervenants. Mais la première force de la ville, c'est sa population. Donc, si nous n'avons pas l'appui de la population, on n'a pas bien vu. Je sens un petit pétard avec une grande mèche. Donc maintenant, si on veut que le pétard explose, il explose tout autour de lui, il faut qu'il soit proportionnel à la mèche. Donc, nous comptons, comme nous l'avons toujours fait, et je tiens à remercier ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui ne sont pas aussi, de votre confiance, de votre appui, et je vous demande de continuer à avancer à vous. Parce que sans vous, on ne pourra pas continuer. Merci beaucoup. Merci Alic. Je suis rassuré. Il semblerait que tu aies un cerveau. J'ai compris tout à l'heure qu'aucune personne de mon équipe n'était capable de réfléchir par elle-même et que vous ne faisiez que répéter, enfin, ou tout du moins même pas, c'est moi qui parlais pour tout le monde. Bon, je suis rassuré, apparemment j'ai bien des acteurs qui prennent à bras leur corps leur délégation, qui travaillent, qui produisent, et le résultat de ce travail de l'équipe, vous voyez, n'est pas seulement le mien, parce que j'en aurais pas les capacités. Voilà, donc
Chers collègues, on a à peu près fait le tour. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais l'essentiel, je crois, a été dit. Qui voudrait encore rajouter quelque chose ? On pourrait parler de tout du travail du CCAS avec... Merci monsieur le maire quand même, j'ai vu que tout le monde a parlé. Bon, alors c'est vrai ce que Alic, mon collègue dit, tout est une volonté politique. C'est vrai qu'en plus de 14 ans, même en 14 ans on n'a rien vu à Saint-Pierre, tout était en ruine, et les gens partaient, les gens fuyaient, c'est vrai. Jusqu'en 2015 j'ai dû retenir beaucoup de monde qui disait que si nous étions là ils resteraient, mais c'est une réalité. Alors si la ville se développe, s'il y a un développement économique, c'est vrai que ça attire les gens, même les gens du Morne Rouge dernièrement m'ont dit que depuis le carnaval ils veulent s'installer à Saint-Pierre, mais il faut leur dire qu'il y a de la place, il y a de la place nulle part dans certaines communes, mais à Saint-Pierre nous avons tout à louer. Il suffit d'aller au CCS voir Mme Saxéman, constituer un dossier et puis on vous attribue un logement. Ces temps-ci il y en a, Mme Saxéman. Donc c'est vrai, comme le maire dit, et toute l'équipe, c'est un travail extraordinaire. C'est une belle équipe. Vraiment, nous sommes là pour travailler. Nous ne sommes pas là pour faire l'intéressant et puis du m'as-tu vu. Nous sommes au boulot et nous sommes vraiment très fatigués. Même monsieur le maire, tous les jours je le vois, je vois sa tête. On voit qu'il constitue des dossiers, il est au boulot. Et puis pour satisfaire aussi la population, je parle du CCS, on continue le cinéma. Même des gens voulaient me payer dans le cinéma, je ne peux pas mentir, les gens voulaient me payer dès que le film était terminé, me dire Madame Alexandre, je te paye déjà pour le prochain film. Vous voyez, et puis on m'avait dit qu'on n'avait jamais vu ça. Des élus qui allaient chercher les personnes âgées à leur domicile et les ramener. Ils avaient vu ça que quand il y avait des élections. Vous voyez qu'il y a du changement quand même. Donc on essaie aussi de s'occuper des enfants. Tout n'est pas là. Il faut s'occuper aussi des enfants, des activités avec les enfants. On va mettre ça en route avec Tina Bragance, Germaine, Pierre Léandre et puis René Carrel qui sont dans ma commission et Rosemary Génaud. Il faut qu'on commence à faire danser les gens. Les gens étaient bien contents la dernière fois du petit déjeuner dansant. Les gens ont envie de danser avant de s'en aller. C'est vrai que c'est triste, une triste réalité. Nous avons une population très vieillissante à Saint-Pierre. Il y a des personnes âgées de plus de 100 ans à Saint-Pierre et qui ne peuvent plus, malheureusement, aller au cinéma avec moi, par exemple. Mais quand même s'asseoir pour regarder les autres danser, même être avec du monde, parce qu'en fait, nous essayons au CCS de sortir les personnes âgées de l'isolement, ce qui est très important. Et puis tout ça pour vous dire que on va essayer de recommencer les petits on va dire petits penchants musique de 15-19 heures. On va mettre ça en place, c'est du boulot, mais il faut mettre tout ça en place. On va recommencer à danser à la guinguette avec un petit penchant musique. Et puis les enfants aussi, faire des activités avec les enfants l'après-midi aussi, c'est pas mal. Donc il y a beaucoup de choses encore en projet. Il nous reste encore 2 ans, mais 2 ans de travail avec vous. C'est vrai que Alic disait que c'est avec vous que nous travaillons, avec la population que nous travaillons. Sinon, nous sommes bien, c'est vrai. Merci, bonne soirée. Donc c'était juste une petite parenthèse parce que CCAS va me dire, Madame la directrice générale des services, c'est une entité indépendante du conseil municipal. Oui, mais c'est quand même le conseil municipal qui vote la subvention au CCAS, qui permet au CCAS de pouvoir agir. Donc ça relève du débat d'orientation budgétaire et donc c'est un choix, je vous le rappelle, de notre équipe, de la municipalité de Saint-Pierre, de garder une enveloppe de subvention pour que le CCAS puisse répondre aux urgences au-delà des choses qui sont statutaires, sont obligatoires. Donc nous avons décidé de garder une petite enveloppe pour aider les Pierrotains au plus près du terrain, même si la CTM a décidé de rapatrier à son niveau les aides qui étaient données avant aux communes. Donc ce sera encore le cas cette année parce que nous avons des gens en difficulté sociale très, très grande et des fois n'arrivent pas déjà à payer la cantine de leurs enfants, sont au bord d'être jetées dehors parce qu'elles ont eu un problème qui fait qu'elles ont quelques loyers de retard. Donc leur redonner un petit souffle, leur permettre de remettre le pied à l'étrier, c'est aussi notre mission, c'est de la solidarité et nous le faisons parce que nous sommes du
terreau, nous sommes pierrotains, nous savons la pauvreté de certaines personnes, les souffrances sociales. Je le répéterai après le proviseur du lycée qui a découvert notre ville, il n'est pas de notre ville, qui me disait oui monsieur le maire, moi j'ai des chiffres, 65% des élèves du collège sont éligibles à une bourse nationale. Ça veut bien dire que 65% des familles n'ont pas les moyens toutes seules de satisfaire aux besoins de scolarisation de leur enfant. Donc si on ne prend pas ça en compte, nous ne sommes pas dans notre mission, nous ne sommes pas dans notre rôle, et donc c'est ce que nous voulons absolument faire savoir. Voilà. Et, chers collègues, je crois que nous avons à peu près dit tout ce que nous avions à dire dans le cadre de ce débat, qui est obligatoire. C'est un exercice obligatoire. Nous le faisons même en absence d'opposition. C'est dommage, parce que j'aurais aimé qu'ils posent les questions, mais peut-être qu'ils n'en avaient pas. Et donc, ils ont préféré ne pas être présents. Tant pis. Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais clôturer ce débat. De la vie des quartiers. Juste une petite information, c'est au niveau de la vie des quartiers, c'est-à-dire les réunions. Là, je voulais préciser que le vendredi 9 mars, nous avons une réunion avec les sympathisants au siège. Alors, vous êtes avec comment? Des questions diverses. Vas-y, continue. Ah oui, attends. Mais c'est au siège, non? Continue. Nous avons une réunion avec les sympathisants au siège. À faire gagner. Bien, Marlène. Marlène a considéré que nous avions fini de débattre, elle n'a pas tort, mais il me faut clôturer officiellement le débat en vous demandant votre avis. Est-ce qu'il y simplement de voter et de confirmer qu'il y ait eu débat ce soir. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire qu'il n'y a pas eu débat? Non. Qui s'abstient? Donc tout le monde atteste qu'il y a eu débat ce soir. Et donc en questions diverses, je repasse la parole à Marlène Moderne pour qu'elle nous informe de quelque chose. Ah ben, je vous prie de m'excuser. Moi, je pensais que vous avez terminé, monsieur le maire. Je voulais préciser que nous avons une réunion bientôt avec les sympathisants le 9 mars, le vendredi 9 mars, au siège. Voilà. Alors, vous êtes tous attendus à partir de 18h30 au siège. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Donc, chers collègues, je vous libère. Nous avons une très très belle séance ce soir. Merci et bonne soirée aussi au public présent et merci d'avoir été présent. Merci.